Et je pense que ce que les gens ne savent point pas, c'est qu'il était vraiment un père. Il pouvait donc être complètement présent et complètement absent en même temps. Rain, la fille de Richard Pryor, a grandi en voyant des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Drogue, violence et secrets ont rempli sa maison d'enfance. Quand Jennifer Lee a commencé à raconter des histoires sur Richard et Marlon Brando, Rain a su qu'elle devait prendre la parole. Elle a accusé Jennifer de manipuler son père mourant et de voler des millions à la famille. Mais la plus grande révélation de Rain ne concernait pas l'argent. Il s'agissait de ce qui s'était réellement passé durant ces dernières années. Ces révélations explosives ont exposé un réseau de mensonges qui remontait à des décennies. Richard Pryor est né le 1er décembre 1940 à Peoria, dans l'Illinois. Sa mère, Gertrude, vendait son corps. Son père, Buck, distribuait des coups de poing, servait des boissons et fréquentait des femmes. Ainsi, Richard a grandi dans la maison close de sa grand-mère, Marie, sur North Washington Street. Là, le sexe et les secrets tourbillonnaient. À 6 ans, il regardait à travers les trous de serrure. Il a vu sa mère avec le maire de Peoria en 1946. Des orgies et des bagarres se sont gravées dans son esprit. En 1940, en 1907, Marie dirigeait 2 maisons closes et la célèbre boîte de nuit d'or. Pendant ce temps, la moitié du ghetto noir de Peoria survivait sans emploi. Le racisme étouffait la ville. Par conséquent, à 7 ans, des religieuses l'ont expulsé de l'école catholique. Elles ont appris que sa maison était un lieu de péché. Ils l'appelaient un champ de mine. Pourtant, ce chaos a déclenché son talent comique. En 1946, sa mère a fui les poings de Buck. En conséquence, Richard, âgé de 5 ans, est resté avec son père cruel. La douleur l'a profondément marqué. La tragédie a frappé à nouveau. À 10 ans, en 1950, un adolescent a abusé de lui dans une ruelle. Il a révélé cela plus tard dans ses condamnations antérieures en 1995. Puis, à 12 ans, un prêtre l'a molesté pendant le catéchisme. De plus, les coups de fouet de sa grand-mère ont laissé des cicatrices. En 1947, des enseignants ont noté son QI de 100, mais l'ont qualifié d'instable. Pourtant, ces blessures ont alimenté son humour. En 1975, son album That Nigger's Crazy a stupéfié les foules. Il a transformé la douleur en rire brut. Des décennies plus tard, en 1999, il a rencontré son premier agresseur sur un plateau de tournage. Ils se sont serré la main. La peur l'a envahi. Pendant ce temps, sa mère l'a quitté à 10 ans pour échapper à la prostitution. Mais le juge a confié la garde à Buck. Ainsi, la trahison a été encore plus douloureuse. L'école n'a apporté aucun soulagement. À 14 ans, en 1954, il a frappé un enseignant. Les tensions raciales ont ravagé Peoria. Expulsé, il a dérivé d'emploi occasionnel en emploi occasionnel. Puis, le 15 septembre 1958, il s'est enrôlé dans l'armée. En Allemagne de l'Ouest, le racisme l'a piqué au vif. En 1960, un soldat blanc s'est moqué d'une imitation de la vie. Enragé, Richard et ses camarades noirs ont poignardé l'homme avec un couteau à cran d'arrêt. Il visait le dos. Il l'a raté. Brièvement emprisonné, il a reçu une libération déshonorable le 18 juillet 1960. Pas de cour martiale. Une fois, il a insulté un colonel en espagnol. Cette rébellion, née de la douleur, a alimenté son humour. Pourtant, la drogue a plané plus tard. Le quartier rouge de Peoria l'a forgé. À partir de 1940, il a regardé des combats à la célèbre porte en 1945. Des bagarres d'ivrognes se sont déversées dans les rues. Dans les années 1950, North Washington Street a disparu. Pourtant, ses souvenirs sont devenus de l'or. Dans son concert live de 1969, il a plaisanté sur le fait d'avoir regardé à travers les trous de serrure à 6 ans. Le langage grossier était sa vérité.
Étant donné que les Noirs de Peoria étaient confrontés à un taux de chômage de 50 en 1950 et à des interdictions de restaurants, ces tabous interraciaux ont aiguisé son tranchant. Les archives de Stanford de 2015, avec plus de 200 sources, ont retracé sa jeunesse. Par conséquent, la Maison Close a donné naissance à son génie. En 1963, Richard Pryor n'avait que 22 ans lorsqu'il a quitté Peoria, dans l'Illinois, et a déménagé à New York. Il voulait devenir un vrai comédien, alors il a sauté au cœur de la scène comique de Greenwich Village. Il a commencé à se produire dans de petits clubs comme le Bitter End et le Café Wa, où il partageait de minuscules pièces avec d'autres jeunes humoristes. Il essayait de garder son numéro propre et amical afin de plaire à un public majoritairement blanc. Il a même imité Bill Cosby, juste pour survivre. De 1965 à 1969, il a pu apparaître 4 fois au Ed Sullivan Show, ne gagnant que 100 $ à chaque fois. Cet argent payait à peine la nourriture. En 1964, les choses sont devenues si difficiles qu'il a dû faire la vaisselle pour continuer. À l'intérieur, il se sentait déchiré. Il agissait prudemment, juste pour s'intégrer, et cela le faisait se sentir faux. En 1966, alors qu'il se produisait au Village Gate, il a rencontré des musiciens de jazz qui le respectaient. Mais au fond de lui, il se sentait toujours complètement seul. Au milieu des années 1960, la vie est devenue encore plus difficile. Richard avait toujours du mal à payer les factures et n'était payé qu'environ 50 $ par soir pour des spectacles dans des endroits comme le Whisky à Gogo à Los Angeles. Vers 1966, il a commencé à consommer de la cocaïne et, en 1967, il est passé au freebasing. Cette dépendance a tout changé. Son énergie sur scène est devenue sauvage et chaotique. Certains soirs, il était brillant. D'autres soirs, on aurait dit qu'il s'effondrait. Il a commencé à souffrir de graves dépressions. Entre 1967 et 1970, l'IRS l'a poursuivi pour plus de 20 000 $ d'impôts impayés. Il a également été impliqué dans des problèmes juridiques liés à des relations et à la violence. Même si le pire moment est survenu des années plus tard, en 1980, il était déjà en gestation. Cette année-là, il s'est immolé par le feu alors qu'il était défoncé, subissant des brûlures au 3e degré sur la moitié de son corps. Il est resté à l'hôpital pendant 6 semaines, survivant à peine. Sa femme, Jennifer, a déclaré que les drogues étaient devenues comme son amant. Il a continué à faire des rechutes même après l'accident. En 1983, il a finalement commencé à suivre une thérapie et à participer à des groupes de soutien. Cette douleur a commencé à apparaître dans ses blagues. Il a commencé à faire des voix de toxicomane, transformant la tristesse réelle en une comédie qui faisait rire et pleurer les gens en même temps. En 1968, il a sorti son premier album de comédie. Il ne s'est pas beaucoup vendu au début, moins de 10 000 exemplaires, mais cela a montré qu'il était en train de changer. Il n'essayait plus d'être prudent. Il a commencé à parler de race et de pauvreté d'une manière qui a choqué les gens. L'un de ses sketchs s'appelait « Super » et il a repoussé toutes les limites. Juste 1 an avant cela, en 1967, quelque chose s'est brisé en lui. Il était sur sa scène à Las Vegas, devant une foule immense, avec des stars comme Dean Martin qui le regardaient. Au milieu de son numéro, il s'est arrêté, a regardé autour de lui et a dit « Qu'est-ce que je suis venu foutre ici ?» Puis il est parti. Ce moment a mis fin à sa carrière à Vegas, mais cela a allumé un feu en lui. En 1969, son matériel a commencé à changer rapidement. Il a commencé à écrire des routines en colère et acerbe sur la vie des Noirs, alimentées par le mouvement Black Power. Son manager voulait qu'il reste propre et commercial. Mais Pryor s'est défendu même s'il luttait contre l'alcool et le doute de soi. La même année, il a rencontré Paul Mooney et tout a changé à nouveau. Mooney l'a aidé à écrire des sketchs audacieux et honnêtes. Ensemble, ils ont commencé à dire la vérité sur le fait d'être noir en Amérique. Mooney a un jour plaisanté en disant que leur numéro était comme tuer tous les Blancs.
Pas littéralement, mais parce que cela a forcé les gens à faire face à la vérité. Ils ont travaillé ensemble pour le reste de la vie de Pryor, écrivant non seulement des spectacles de stand-up, mais aussi des émissions de télévision comme Sanford and Son en 1969. Leur partenariat a mené à son célèbre album That Nigger's Crazy en 1964, qui a choqué l'Amérique. Il était plein de mots durs, d'histoires de rue et de blagues sur la brutalité policière. L'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, a été certifié or et a même remporté un Grammy. Pryor a parlé de son enfance dans la maison close de sa grand-mère et de la façon dont les policiers traitaient les Noirs comme des cibles. C'est devenu sa thérapie et un miroir pour le pays. Après sa dépression à Vegas, Pryor a déménagé à Berkeley, en Californie, en 1970. Il s'est plongé dans la politique radicale et a commencé à fréquenter Huey Newton et Ishmael Reed. Il a continué à consommer des drogues et a commencé à se produire dans des clubs noirs où il gagnait environ 200 ou 300 $ par spectacle. Il a sorti un autre album intitulé Craps After Hours en 1970, rempli d'histoires folles alimentées par la drogue. Il a commencé à lire l'histoire des Noirs en profondeur et après être allé en Afrique en 1979, il a pris une décision. Il n'utiliserait plus jamais le mot « en haine » dans son numéro. Il a également commencé à travailler dans les coulisses. En 1973, il a été nominé pour un Emmy pour avoir écrit le spécial comédie de Lily Tomlin. La même année, il écrivait pour des émissions comme Sanford and Son et Flip Wilson. Ces mots ont ajouté du mordant et de l'honnêteté à la télévision grand public. En 1974, il a aidé à écrire le film Blazing Saddles avec Mel Brooks. Il était censé jouer le rôle principal, mais les compagnies d'assurance ne l'ont pas permis en raison de son problème de drogue. Pourtant, ses blagues sont restées dans le film. Il a utilisé le mot « en haine » plus de 17 fois, mais c'était tout pour montrer à quel point le racisme était vraiment laid. Le film est sorti en février 1974 et a rapporté près de 120 millions de dollars pour un budget de seulement 2,6 millions de dollars. Il a obtenu 3 nominations aux Oscars et a fait de Pryor une force tranquille derrière un énorme succès. En décembre 1975, Pryor a animé Saturday Night Live. Le réseau était tellement nerveux qu'il a ajouté un délai de 5 secondes pour la toute première fois. Il a fait un sketch avec Chevy Chase qui s'est transformé en une bataille d'insultes raciales. C'était brut, dangereux et inoubliable. Cette nuit-là, il y a également eu des sketchs sur les alignements policiers et un monologue sur la drogue. L'invité musical, Jill Scott-Heron, a interprété Johannesburg. Tout l'épisode a ébranlé le pays. Pryor a fait rire les gens, mais il les a aussi fait réfléchir. En décembre 1978, il a donné 2 spectacles à guichet fermé à Long Beach, en Californie. Ces spectacles sont devenus le film Richard Pryor, Live in Concert, sorti en 1969. Il était rempli de comédie physique comme faire semblant d'avoir une crise cardiaque ou imiter des animaux. Mais sous les blagues se trouvaient des histoires profondes sur les abus, la peur et le racisme. Il a rapporté 15 millions de dollars et a ensuite été ajouté au National Film Registry en 2003. La même année, il a sorti un double album intitulé Wanted Live in Concert. Il a remporté un autre Grammy en 1969. Sur celui-ci, il a parlé de son enfance à Peoria, de la maison close de sa grand-mère, et a même mentionné sa sclérose en plaques, dont il venait d'être diagnostiqué en 1977. Il a transformé toute cette douleur en blague que les gens n'ont jamais oubliée. En 1978, il a de nouveau choqué le monde avec un film intitulé Blue Collar. Ce n'était pas une comédie. Il a joué un ouvrier automobile de Détroit dans une histoire de corruption syndicale. Le film est sorti en février 1978 et a reçu des critiques élogieuses. Roger Ebert lui a donné 4 étoiles. Dans les coulisses, Pryor s'est battu avec les autres acteurs et la tension l'a rendu encore plus réel à l'écran. Il n'a pas rapporté beaucoup d'argent,
mais il est devenu un favori de réalisateurs comme Spike Lee et Bruce Springsteen. Puis vint le feu. En 1980, alors qu'il était sous l'emprise de Cocaine Freebase, Richard Pryor s'est immolé par le feu. Les flammes ont recouvert plus de la moitié de son corps. Il a eu besoin de 140 points de suture et de semaines de greffe de peau. En 1942, il est revenu avec Live on the Sunset Strip, où il a parlé de cette nuit avec des détails brutaux. Il a plaisanté sur le fait d'avoir couru dans la rue en feu, en criant. C'était sombre, mais il a fait rire les gens. Quoi qu'il en soit, ce film est sorti en mars 1982, a rapporté plus de 36 millions de dollars et lui a valu un autre Grammy. En 1984, Pryor a lancé sa propre société de production appelée Indigo Productions, avec un contrat de 40 millions de dollars de Columbia Pictures. Il voulait aider les cinéastes noirs à raconter leurs propres histoires, mais les choses ont mal tourné. Il a renvoyé le président de la société et d'autres dirigeants noirs, ce qui a mis la communauté en colère. Pourtant, en 1986, il a sorti Jojo Dancer, Your Life is Calling, un film basé sur sa propre vie. Il a montré son ascension, ses dépendances et le feu. Il a rapporté 18 millions de dollars et a donné aux fans un regard brut sur tout ce qu'il avait traversé. En 1997, Richard Pryor est apparu une dernière fois à l'écran. Il a joué un gérant de garage calme et en fauteuil, roulant dans un film étrange appelé Lost Highway. Le personnage semblait réel, car à ce moment-là, Richard luttait déjà contre la sclérose en plaques. Son corps était faible et tremblait. Il devait utiliser un scooter motorisé et chaque mouvement était une lutte. Pourtant, lorsque les caméras tournaient, il y avait quelque chose en lui qui brillait encore. Ce serait la dernière fois que les gens le verraient jouer dans un film. Sa santé était déjà défaillante depuis des années. En 1990, il a eu une grave crise cardiaque lors d'une visite en Australie. Et en 1991, il a dû subir un triple pontage coronarien. Mais même avec tout cela, il a quand même essayé de travailler. Il a quand même essayé de rester impliqué. Les gens disaient qu'il avait l'air fatigué, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle. En 1998, quelque chose de puissant s'est produit. Richard a été choisi comme la toute première personne à recevoir le prix Mark Twain pour l'humour américain. Il était destiné à honorer la façon dont il faisait rire les gens tout en les faisant réfléchir à la race et à la douleur humaine. Mais quand il est arrivé à la cérémonie, le public s'est tu. Il était en fauteuil roulant. Sa voix avait presque disparu. Il a essayé de parler, mais il était difficile de le comprendre. Il n'avait que 57 ans, mais la maladie lui avait pris tellement de choses. Pourtant, il a souri. L'homme qui illuminait autrefois la scène était là, et même dans le silence, il était toujours profondément aimé. Après cela, il est rarement apparu en public. Ses derniers spectacles en direct avaient eu lieu en 1992. En 2000, un coffret de ses anciens travaux a été publié. En 2004, Comedy Central l'a nommé le plus grand comédien de stand-up de tous les temps. Un an plus tard, il est décédé. Au début des années 2000, Richard ne pouvait plus se produire sur scène. Il ne pouvait même plus marcher, mais sa voix fonctionnait encore parfois. Et en 2001, il a donné vie à un personnage de dessin animé dans la série La Famille Proud. C'était court, mais cela signifiait le monde. En 2004, il a de nouveau perdu sa voix. Mais en 2005, il a surpris tout le monde en postant en ligne juste pour prouver qu'il pouvait encore parler. Le 10 décembre 2005, son cœur a lâché. Il avait 65 ans. Il avait vécu tellement de choses. Le feu avait failli le tuer en 1980. Il avait survécu à 2 crises cardiaques, à une maladie qui a lentement détruit son corps et à une vie remplie de douleurs. Pourtant, lorsqu'il est mort, il avait toujours un héritage d'une valeur de 40 millions de dollars. Des statues ont été construites en son honneur. En 2015, l'une d'elles a été placée dans sa ville natale, Peoria. En 2022, il a été ajouté au National Comedy Center. Ses premiers enregistrements des années 1970 ont été conservés dans une collection. Les gens ne se contentaient pas de se souvenir de lui. Ils l'étudiaient.
Il riait, il pleurait et il le remerciait. Mais derrière le rire se cachait le chaos. Richard avait été marié 7 fois à 5 femmes. La liste comprenait Shelley Bowness, Flynn Ballin, Jennifer Lee, Avon Maguire et Deborah Maguire. Il a épousé certaines d'entre elles plus d'une fois. Le soir du Nouvel An, 1978, alors qu'il était sous l'emprise de cocaïne et rempli de peur, il a tiré avec une arme à feu sur la Mercedes-Benz blanche de Deborah. Elle a fui leur maison alors que des balles déchiraient la voiture. Ce n'était pas le seul moment violent. En 1986, il a attaqué Jennifer avec une bouteille de vin lors d'une autre crise de jalousie. Richard a admis plus tard dans son livre de 1995, Prior Convictions, que la drogue le faisait agir comme une personne différente. Les dossiers judiciaires de 1969 et 1987 ont révélé des ordonnances restrictives. Les femmes qu'il aimait le craignaient également. Il était charmant, brillant et terrifiant. Il a eu 7 enfants avec 6 femmes. Richard Jr. est né en 1961. Elizabeth est arrivée en 1967. Rain est né en 1969. Stephen en 1984. Franklin et Kelsey, tous deux en 1987. Un enfant reste anonyme, seulement mentionné dans de vieux mémoires. Mais même avec tous ses enfants, Richard était rarement présent. Dans les années 1970, il a donné plus de 300 spectacles par an et gagnait 4 millions de dollars chaque année. Sa fille, Rain, a dit plus tard qu'elle se sentait invisible, comme si son père était un fantôme. En 1982, Richard Jr. l'a poursuivi pour 100 000 $ de pension alimentaire impayée. En 2000, des tests ADN ont confirmé la paternité d'enfants qu'il avait niée. Sa fille Reed l'a retrouvé en overdose en 1974. Parfois, ils se sont réunis, comme en 1995, mais la blessure persistait toujours. L'un des moments les plus effrayants s'est produit en 1977. Il était sous l'emprise de cocaïne et a pointé une arme sur la tête de sa femme, Pamela McGee. Il a crié et a agité l'arme. Elle a couru et a appelé la police. Il a été arrêté, mais elle a ensuite abandonné les charges. Il en a même plaisanté dans son spectacle de comédie de 1978, disant qu'il regrettait d'avoir appuyé sur la détente. Le public a ri, mais ceux qui connaissaient la vérité ont été stupéfaits. Cette même rage et cette consommation de drogue ont conduit à sa tentative de suicide en 1980, lorsqu'il s'est immolé par le feu. Il a brûlé plus de la moitié de son corps. Il a failli mourir. Richard s'est également ouvert sur sa sexualité. Dans les années 1970, il est tombé amoureux d'une femme transgenre nommée Natasha. Ils ont vécu ensemble, consommé de la drogue ensemble et ont eu une véritable connexion émotionnelle. Il a écrit sur elle dans son livre. En 2018, sa veuve, Jennifer Lee, l'a confirmé, disant que ce n'était pas une phase, mais une partie de qui il était. Quincy Jones a même dit que Richard avait autrefois été avec Marlon Brando. Jennifer l'a soutenu. Elle a dit que Richard avait écrit sur les hommes qu'il aimait dans ses journaux. Rain a nié la partie sur Brando, mais a admis que l'histoire sur Mitrasha était vraie. La vérité est que Richard ne s'est jamais caché de qui il était. Il parlait ouvertement même lorsque les gens n'étaient pas prêts à l'entendre. En 1990, alors qu'il jouait au golf, il s'est effondré à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 49 ans. Il fumait depuis les années 1960 et consommait toujours de la cocaïne, buvait beaucoup et mangeait mal. Les médecins ont constaté que ses artères s'étaient presque bouchées. Il avait besoin d'une opération majeure. Il a plaisanté en disant que les médecins avaient peut-être trouvé du poulet frit dans ses veines, mais la vérité était déchirante. Il avait fait des overdoses à plusieurs reprises. En 1980, lorsqu'il a pris feu en consommant de la cocaïne Freebase, les médecins ont dû utiliser plus d'1 million d'unités de greffe de peau pour le sauver. Il a passé des années à faire des allers-retours en cure de désintoxication pour finalement devenir sobre en 1941. À ce moment-là, sa fortune était tombée à 1 million de dollars.
Il avait tout gagné et tout perdu, mais il a continué. Même marqué et brisé, il s'est toujours tenu devant les gens et les a fait rire. En février 2018, quelque chose de surprenant s'est produit. Quincy Jones, l'un des plus grands producteurs de musique au monde, a donné une interview à l'âge de 84 ans où il a dit avec désinvolture que Marlon Brando avait couché avec Richard Pryor. Il a également mentionné James Baldwin et Marvin Gaye. Quincy a dit que Brando couchait avec n'importe quoi. Il a même plaisanté en disant qu'il coucherait et courrait avec une boîte aux lettres. Il a peint une image de fête hollywoodienne, sauvage, dans les années 1970, remplie de cocaïne et de quoi élude. Cela a choqué les gens, d'autant plus que Richard Pryor avait toujours été connu pour ses blagues sur la race et la douleur personnelle, pas sa vie privée. Mais Quincy les connaissait bien tous les deux, et les gens ont écouté. Après qu'il l'ait dit, les gens ont recommencé à regarder les anciens journaux de Richard qui n'avaient jamais été publiés. Certaines parties parlaient de ses relations avec des hommes. Il était clair que les années 1970 étaient une époque où les stars d'Hollywood essayaient tout, surtout à huis clos. Richard Pryor avait été marié 7 fois. Brando avait été marié 3 fois et avait 11 enfants. Soudain, les gens parlaient de la fréquence à laquelle ce genre de vie secrète pouvait avoir été courante à l'époque. Quelques jours seulement après l'interview de Quincy, la veuve de Richard Pryor, Jennifer Lee Pryor, l'a confirmé. Elle a déclaré à TMZ le 7 février 2018 que oui, c'était vrai. Elle a dit que les drogues dans les années 1970 faisaient faire toutes sortes de choses aux gens. Elle a même plaisanté en disant « Si vous consommez suffisamment de cocaïne, vous coucherez avec un radiateur et lui enverrez des fleurs. » Elle a expliqué que Richard était fier de sa sexualité et n'a jamais essayé de la cacher à ses amis proches. Ses journaux, a-t-elle dit, étaient pleins d'histoires sur ses expériences et ils étaient censés être publiés plus tard cette année-là. Dans son livre de 1995, Prior Convictions, il a même écrit sur une relation avec une femme trans. L'ouverture de Jennifer a choqué la fille de Richard Rain. Rain ne croyait pas à l'histoire de Brando, mais elle a admis que la relation trans était réelle. À ce moment-là, Richard luttait contre la sclérose en plaques depuis 1986 et est décédé en 2005. L'histoire de la rencontre avec Brando s'est concentrée sur une seule nuit. Cela s'est probablement produit lors d'une fête dans les années 1970, lorsque la cocaïne et les codes étaient partout. Jennifer a dit que Richard ne se considérait pas comme gay. Il vivait juste comme il le voulait. Brando avait également admis avoir eu des expériences avec des hommes. En 1976, lors d'une interview, il a ouvertement dit qu'il n'avait pas honte. Il était une star de cinéma géante, remportant son 2e Oscar pour Le Parrain en 1972. Il avait été marié 3 fois, d'abord en 1957, puis en 1960, puis en 1962, et a eu des enfants de ces 3 mariages. Quincy Jones a dit que Brando avait également couché avec James Baldwin et Marvin Gaye, montrant à quel point il était sexuellement ouvert. Le fils de Brando, Miko, a nié tout cela en 2018, mais les preuves dans les journaux de Richard et la confirmation de Jennifer ont rendu difficile de l'ignorer. Cette interview de 1976 où Brando a parlé à un journaliste français a tout changé. Il a dit que beaucoup d'hommes avaient fait des choses similaires et qu'il ne se sentait pas mal à ce sujet. Des années plus tard, en 1995, il a écrit dans son livre qu'il avait vécu librement. Il ne cachait rien. Brando est décédé en 2004, mais sa vie a toujours fait les manchettes en 2018 à cause de ce que Quincy et Jennifer ont révélé. Même si Miko Brando l'a fermement nié, disant que c'était blessant et faux, l'histoire ne voulait pas disparaître. Rain Pryor est né le 16 juillet 1969 à Los Angeles. Son enfance a été pleine de chaos. Son père était Richard Pryor, l'un des plus grands comédiens de tous les temps, et sa mère était Shelley Boness, une danseuse go-go juive. Elle vivait principalement avec les parents de sa mère.
Sa grand-mère lui a enseigné les traditions juives, comme la façon de cuisiner le kougal. Mais la mère de son père était très différente. Elle avait autrefois dirigé une maison close et rappelait brutalement à Rain « Tu es noir, Rainy ». Elle est allée à Beverly Hills High School et a obtenu son diplôme en 1987. Mais même là-bas, les gens se moquaient de ses cheveux. À seulement 8 ans, elle voyait déjà le monde de la drogue et des travailleuses du sexe de son père. Lors d'un dîner de Thanksgiving une fois, elle lui a même rappelé « Papa, il faut payer ». Ce mélange de culture et de moments sauvages a façonné toute sa vie. Malgré la célébrité de son père, il y a eu des moments où ils ont vécu de l'aide sociale. Elle a étudié le théâtre plus tard et a essayé de construire sa propre vie. Rain a eu sa première grande chance en 1998 lorsqu'elle a joué T.J. Jones dans Head of the Class. Elle n'avait que 19 ans. Son personnage était dur et intelligent, et Rain a apporté sa propre douleur et force de la vie réelle au rôle. Mais dans les coulisses, elle luttait déjà contre la toxicomanie, tout comme son père. Elle est devenue sobre en 1993. Elle a utilisé son histoire plus tard pour aider les autres, même en prenant la parole dans les écoles. Sa capacité à imiter les gens l'a aidée à se démarquer, et elle a été reconnue par le NDACP pour son talent. Mais sa vie personnelle a continué à se mêler à son travail public. En 2006, Rain a publié son livre « Jokes My Father Never Taught Me ». C'était brut et émotionnel. Elle a parlé des dépendances de son père et de la façon dont il la traitait. Une histoire s'est démarquée. Elle se souvenait de l'avoir surpris en train de consommer de la cocaïne Freebase en 1980, juste avant qu'il ne s'immole par le feu. Il a plus tard plaisanté en disant que c'était à cause du mélange de 2 sorteurs de lait et de biscuits. Mais elle a vu la douleur. Elle a décrit comment elle vivait dans 2 mondes, des jets privés avec son père, des chèques d'aide sociale avec sa mère. Son héritage mixte l'a fait se sentir confuse. Son père n'arrêtait pas de lui demander « Pourquoi m'aimes-tu, Rainy, alors que je peux être si méchant ?» Le livre a donné aux fans un aperçu de ce que c'était vraiment de grandir avec lui. En 2004, Rain a créé un spectacle solo intitulé « Fried Chicken and I'll Kiss ». C'était drôle et douloureux en même temps. Elle a parlé d'être biraciale, du racisme dans les années 70, des enfants qui se moquaient de ses cheveux et d'essayer de trouver de la fierté dans qui elles étaient. Elle l'a joué à New York et a remporté des prix. Elle a même essayé d'en faire une émission de télévision avec Norman Lear en 2018. Elle s'est également présentée à des élections à Baltimore en 2019 et a obtenu un certificat DEI de Cornell. Dans son spectacle, elle imitait son père et sa grand-mère et disait des vérités difficiles d'une manière amusante. C'est devenu un moyen pour elle de traiter tout ce qu'elle avait vécu. Mais les choses avec sa belle-mère, Jennifer, étaient mauvaises. En 2018, Rain a publié un message furieux en ligne qualifiant Jennifer de parasite qui avait utilisé son père pour de l'argent. Elle a dit que Jennifer l'avait épousé 2 fois juste pour entrer dans le testament. Cette bataille a commencé juste après la mort de Richard en décembre 2005. Il avait laissé derrière lui 40 millions de dollars en redevances et en droits d'image. Rain et ses frères et sœurs croyaient que Jennifer avait isolé leur père et modifié les documents. Des poursuites ont été intentées. Jennifer a dit que Rain était jalouse. La famille a été déchirée et le drame sur la vie de Richard n'a jamais vraiment pris fin. Même Miko Brando s'en est mêlé. Le 12 février 2018, il a nié les affirmations de Quincy concernant son père et Richard Pryor. Il a dit que c'était blessant, inventé et qu'il n'y avait aucune preuve. Il a également dit que Brando n'avait jamais été sur le même plateau de tournage que Pryor, ni ne lui avait rendu visite sur son île privée. Pourtant, de vieux extraits de stand-up de Richard ont recommencé à circuler, où il plaisantait sur le fait de coucher avec des hommes. Même avec le déni de Miko, il était clair que l'histoire avait ébranlé les 2 familles. En mars 2019, Jennifer a de nouveau soulevé la question. Elle a dit dans un podcast que Richard était fier d'avoir couché avec Brando. Elle a appelé cela une courte expérience alimentée par la drogue.
Rain s'est de nouveau mise en colère et a supprimé un autre message en ligne, mais Jennifer a affirmé que les journaux le confirmaient. Un documentaire sortait et toutes ces histoires attiraient de plus en plus l'attention. Les gens apprenaient à quel point la vie de Richard était vraiment sauvage, y compris le moment en 1980 où il s'est immolé par le feu alors qu'il était sous l'emprise de la drogue et a brûlé plus de la moitié de son corps. Il a survécu, mais les cicatrices étaient profondes, c'est ça. Dans l'un de ses messages supprimés de 2018, Ryan a dit qu'ils avaient une femme trans vivant dans leur maison dans les années 1970 et 1980. Personne n'en a fait tout un plat. C'était juste normal pour leur famille. Elle a confirmé que son père avait eu une véritable relation avec une femme trans, mais elle a toujours nié toute relation avec Brando. Elle a dit que Quincy Jones essayait juste de rester pertinent en remuant les choses. Elle a admis que son père était compliqué, brillant, mais aussi brisé. Il était végétarien et donnait de l'argent à PETA, même en luttant contre la dépendance. Et les batailles juridiques ne sont toujours pas terminées. Même en 2025, les batailles concernant la succession de Richard se poursuivent. Jennifer contrôle toujours les 40 millions de dollars et ses journaux privés. Elizabeth Pryor, l'une des filles de Richard, a intenté une action en justice en 2010, affirmant que Jennifer avait modifié la fiducie pendant que Richard était malade. Il souffrait de sclérose en plaques depuis 1986 et se déplaçait en scooter dans les années 1990. Les tribunaux ont donné raison à Jennifer en 2018, déclarant que son remariage en 2001 était valide. Elle a même gagné un procès en 1982 contre l'agent de Richard, récupérant 3,1 millions de dollars qui avaient été volés. Mais de nouveaux procès ont continué d'arriver. En 2024, quelqu'un a fabriqué un T-shirt avec le visage de Richard et le mot swag, et Jennifer a de nouveau poursuivi. Rain et d'autres ont dit que Jennifer contrôlait tout après la crise cardiaque de Richard en 1990 et son pontage en 1991. Jennifer a dit qu'elle était juste sa soignante. Mais à ce jour, toutes les batailles empêchent les gens de simplement se souvenir de lui comme de l'homme qui a changé la comédie pour toujours.